9e assemblée plénière de la conférence épiscopale, il y a 15 jours, à Brazzaville. Les rôles des différentes commissions nationales ont été distribués et donc mes confrères dans l'épiscopat, ils ont voulu me confier la commission nationale de justice et paix, la commission nationale de Caritas et aussi la commission nationale épiscopale des mass médias, radio, télévision, presse. Donc, comme vous le savez, ça fait 2 mois que j'ai commencé à Pointe-Noire comme administrateur apostolique. Le travail est grand, mais bon, la semaine passée, j'étais déjà pour travailler une matinée, une journée complète, avec M. Moukouri, secrétaire national de Caritas, pour commencer à voir un peu clair aussi dans une possible et meilleure coordination. La même chose pour Justice et Paix, mais Justice et Paix, ça fait déjà quelques années qu'il y a à Pointe-Noire un bon rythme, n'empêche que le souhait c'est de coordonner davantage tous les diocèses du Congo pour que certaines actions qui ont été entamées déjà ici à Pointe-Noire et puis à Brazzaville soient étendues aussi aux autres diocèses ou en tout cas à certains diocèses. Mais l'action de justice et paix en général doit se faire donc dans tous les diocèses du Congo. Ce matin, je suis content aussi de savoir que parmi nous, il y a M. Axel Muller, service national de justice et paix du Cameroun, M. Vincent Nussel, du Misérior, que j'ai eu la joie de rencontrer il n'y a pas longtemps, à Rennes, et aussi M. Diderot, du service donc, du Centre d'environnement et développement, qui ont aidé à faire tous les services de cartographie. Et donc l'objectif de notre réunion d'aujourd'hui, c'est tout simplement faire connaître les problèmes des communautés riveraines par le biais d'une cartographie qui va être présentée. Je laisse donc, je donne bien sûr la bienvenue, je n'ai pas tous les noms, ce n'est pas nécessaire non plus, à tous ceux qui ont été invités, représentants du pouvoir public, des élus, des compagnies du secteur extractif, délégués des communautés riveraines, de différents aussi villages et aussi les membres de la société civile qui sont impliqués dans ce secteur extractif. Et les questions pratiques, la méthode employée, tout ça, ce n'est pas donc à moi de vous l'expliquer. M. Brice Makosso et ses collaborateurs vont donc nous présenter cette cartographie de la zone pétrolière et minière du Kwilu, peut-être pas dans toute son extension, mais enfin les objectifs qui se sont tracés pour ce matin. À tous donc une bonne matinée de travail. Je pense que ce ne sera pas très très long, mais en tout cas, merci d'être là. Réalisé à terre, du coup, il y a la proximité des installations avec les communautés. Il y a donc l'urgence de concilier le développement économique, le développement des affaires, avec le respect de l'environnement, de certaines normes, mais aussi avec l'urgence de développer les communautés riveraines des exploitations minières et pétrolières. Et la commission Justice et Paix travaille donc pour qu'il y ait le développement de toutes ces activités dans un cadre harmonieux, dans la compréhension mutuelle entre les communautés riveraines, les compagnies extractives et les pouvoirs publics, de telle sorte que l'exploitation se fasse dans la paix. Et pour cela, nous accompagnons donc les communautés riveraines, aussi bien de la zone de Inda que de la zone de Tchambanzassi. Il y a quelques années, nous avions fait une évaluation des besoins par un outil qu'on appelle le MAP. Nous avions pu identifier les problèmes des communautés et nous sommes passés à une autre méthode qui est celle de la réalisation de la cartographie. La cartographie que nous allons tout à l'heure va aussi pouvoir montrer, à partir de cette cartographie évidemment, montrer quels sont les problèmes de l'exploitation pétrolière et minière. Cela s'est réalisé, je dirais, en 2 étapes.
La première a été réalisée au mois d'octobre de 2010. Nous avions donc sélectionné les communautés, quelques personnes ressources, les leaders dans les communautés, à qui nous avions donné une formation pour l'utilisation du GPS. Ensuite, les communautés ont réalisé une carte au sol de leur localité, quelle était la représentation qu'ils étaient en train de faire de leur localité à partir d'un papier sur le sol. Et par la suite, les communautés sont reparties avec les GPS. On a laissé un GPS par communauté. Ils sont allés collecter les différents points qu'ils avaient représentés sur les papiers. Et ces points GPS qui ont été collectés ont été traités avec l'appui du Centre pour l'environnement et le développement, le CED, qui est une organisation basée à Yaoundé au Cameroun, dont nous remercions ici ces points GPS ont été traités. On a fait une première validation dans les communautés. On a pu se rendre compte qu'il y a des points qui n'avaient pas été marqués par la première collecte des données. Et donc là, on vient de refaire en ce mois de juin une seconde collecte de données pour compléter les données d'octobre 2010. Et ce matin, on va essayer de présenter 2 cartes, tout simplement parce que nous n'aurons pas suffisamment de temps pour présenter toutes les cartes. 12 localités ont été concernées. Il y a Géno et plusieurs localités de la zone de Inda, en commençant par Mengo, Mboukou, Ntandolomba, Chimboussi, Chitondi. Bien voilà, désolé pour les communautés que je ne vais pas citer de mémoire. Mais en tout cas, on a réalisé 12 cartes pour toute la zone. Donc ce matin, nous allons vous présenter 2 cartes. Nous commencerons par celle de Mboukou. Vous savez que Mboukou a la particularité d'abriter une exploitation pétrolière classique. Mboukou pourra également abriter la future exploitation des sables bitumineux. Et finalement, Mboukou pourra également abriter la future exploitation de la mine de phosphate et d'uranium. Donc cette communauté pourra certainement être impactée triplement par les différents types d'exploitation. Nous avions la deuxième carte que nous vous présenterons ce matin, c'est celle de Njeno. Vous savez que Njeno habite le terminal pétrolier et que depuis plusieurs années, dans cette localité, les populations également sont confrontées à un certain nombre de défis. Donc voilà essentiellement ce que nous allons faire ce matin. Pour les autres cartes, nous referons la validation par les communautés et elles seront disponibles dans la base des données de la Commission Justice et Paix et très prochainement sur notre site internet. Donc je vais laisser, la carte elle est prête. Donc je vais donner la parole au leader de la communauté de Mboukou pour pouvoir présenter, certainement que tout le monde ne pourra pas voir. On peut éteindre les lumières. On peut éteindre les lumières au fond. Okay. Nous allons vous présenter la carte de la localité de Mboukou. Mboukou est un village, il est parmi les plus grands villages du cycle de Inda. Il est situé entre les villages de Makola vers l'ouest, le village de Chitondi à l'est, au nord nous avons Komi et au sud nous avons la rivière Bambi. Ici est représentée la voie ferrée. Nous avons la voie carrossable, ça c'est l'ancienne route qui conduit vers Makola. Et là c'est la voie secondaire, la nationale 2, qui arrive jusqu'à Dolisie en passant par Chitondi. Et nous avons ici la nationale 1 qui va jusqu'à Brazzaville en passant par Tchikanou, Totosiala et le reste des villages. Nous avons ici
légende, les points que nous avons pu repérer avec le GPS. Donc nous avons en beaucoup des zones où la société ENI occupe. Nous avons ici une plateforme, la plateforme 2000. Nous avons vers le CRI une plateforme, la plateforme 2100 dénommée Zingali. Et nous avons, en dehors de cette plateforme, nous avons la société qui est descendue pour l'exploration. Et nous avons ici les sites d'exploration de la société Comeco. Nous avons également en vert la zone d'agriculture où nous avons les plantations. Nous avons également des eaux, des rivières plutôt. Et si nous revenons vers beaucoup de villages, nous avons également repéré les sites de Comeco sur le phosphate et l'uranium. Dans le village, nous avons des habitations, nous avons également un centre hospitalier, nous avons des églises, nous avons des marchés qui sont concentrés ici. Nous avons aussi des sites vers le village d'Yonga. Avant d'arriver à Yonga, nous avons également une zone de plantations. Nous avons une savane. Et en la savane, nous avons aussi une deuxième aire forestière, où il y a encore une forêt primaire qui commence à être dépassée par la population. Nous avons également à Yonga une carrière de sable bitumineux et le stockage de sable bitumineux dans le même, disons dans la même zone où il y a des habitations. Et plus loin, nous avons des plantations, nous avons une zone de chasse, nous avons également les zones de pêche. Ici, nous avons nos sources, comme dans le village, plus loin, nous avons nos sources. Mais ces sources-là, nous n'arrivons plus à utiliser cette eau à cause de l'exploitation forestière. Nous avons une zone de savane que la population n'aime pas utiliser pour l'agriculture. Et cette zone est réservée souvent aux citoyennes qui arrivent dans le village, nouvellement arrivés dans le village. Ils occupent cette zone-là avant de prendre place dans la zone forestière. Et nous avons ici une zone de forêt où la population de Mboko vague tous les jours et dans la possibilité de ne plus revenir au village, ils sont contraints de camper à Lyonga. Voilà comment est né cet hameau dénommé Lyonga. Quand on regarde avec l'avenir ce que fait la société ENI, vraiment nous sommes en difficulté. Pourquoi nous n'arrivons plus à utiliser cette eau? Vous avez suivi tout à l'heure le film qu'on vient de présenter. Nous avons une rivière Kokoma qui est tout juste ici. Cette rivière, la société Zeta, aujourd'hui ENI qui a récupéré cette société, il y a une plateforme dénommée 2000 qui est en amont de la source. Et nous n'avons plus à boire cette eau. Mais par entêtement, nous sommes contraints de prendre cette eau pour la consommation et la cuisine, plus la lessive. Donc nous sommes confrontés à une grande difficulté par rapport à ce que vous voyez sur cette carte. Avec l'exploitation de la société ENI, on ne sait pas qu'est-ce que cette population-là deviendra un jour. Les cultures ne donnent plus comme dans le temps où il y avait des tubercules, de gros tubercules, mais aujourd'hui là, c'est des racines. L'eau a carrément changé de couleur. Vous trouverez qu'il y a plus de la boue que du sable. Donc, voici ce qui est représenté, ce que je viens de dire pour la carte. Donc, je vous remercie. Alain Prat, bonjour les amis et collaborateurs.
Je vais présenter la carte du village de Njeno. En principe, je la présente comme ceci. Ça, ce serait l'équateur. Non, ça, ce serait la médiane, puisque c'est la route nationale numéro 4. La route nationale numéro 4, donc de Pointe-Noire vers la frontière du Congo-Cabinda. Ici, vous allez voir que c'est la chaussée qui mène vers le terminal. L'équateur, c'est la chaussée qui part du lac Nanga vers le terminal. Je vais me baser beaucoup plus du côté du sud-ouest. Du sud-ouest, parce que c'est là où pose le plus grand problème. Nous avions quoi là-bas? Nous avions le terminal. Nous avions le terminal. Il y a des ruisselements naturels qui partent du terminal vers la lagune Loubi. Celle-ci qui est polluée depuis des décennies, disons, les eaux suées du terminal. Donc, vous en savez plus mieux que moi qu'il y a la paraffine qui arrive tous les jours presque dans la lagune, de par les pipes de refoulement du terminal vers la mer et par les ruisselements naturels. Ces pipes arrivent dans la lagune et jusqu'à aujourd'hui nous retrouvons des galettes de paraffine dans la lagune. Quand vous arrivez à l'embouchure de la Loubi, l'embouchure de la Loubi, c'est de par là où rentre la paraffine avant. Nous sommes par là. Nous sommes ici. Nous remontons. Ici, là, vous avez les pipes qui mènent le brut et le gaz de Bondi pour le terminal de Njeno. Vous avez la zone des torchères par ici. Du coup, de travers les pipes qui refoulent les eaux vers la mer, vous avez la paraffine qui arrive dans la lagune. Ici, vous avez, comme a su le dire mon prédécesseur, à travers la légende. À travers la légende, vous lisez tout. Nous avions des fermes, nous avions des hôpitaux, nous avions les points d'eau. Il y a des points d'eau qui sont naturels, des points d'eau bon, peut-être pas artificiels, des points d'eau modernes, ouais, des points d'eau modernes. L'eau qui part du forage de chez Total, qui alimente le village. Un peu plus haut là-bas, quand vous prenez le premier point, ici là, vous arrivez à l'embarcadère du lac Nanga. Lac Nanga, la Louémé, le lac Ayo. Ici là, c'est chez le chef du village. Vous descendez. Descendre, c'est pour nous, mais ce serait la montée. Pour ceux qui connaissent le village, c'est en allant vers la frontière. Nous avions le centre de santé intégré ici. À côté du centre intégré, nous avions l'école. L'église et l'école, l'église et le cimetière à côté.
Quand on arrive, nous avions ici une fabrique de caisses. Je ne sais pas réellement si c'est des caisses parce qu'on nous a reçus juste en face. Hein. On nous a reçus en face, ce sont les Chinois. Ils ne vous laissent pas pénétrer chez eux. Ils vous disent non, on fabrique les caisses parce que nous mettons du poisson. Ils sont chez eux. Nous remontons, nous venons vers le bord de la mer. Quelque part, là, c'est des sites touristiques. Et ici, il y a un site touristique qui est appelé Malonda Lodge. Malonda Lodge, à côté, il y a une lagune qui est appelée Mbonga. À Pointe-Noire, on l'appelle par au café. En allant, vous avez la caserne militaire. Caserne militaire. Et de l'autre côté, vous avez les pipes qui prennent le brut des plateformes pour le terminal et le renvoi des eaux suées du terminal pour la mer. Quand on arrive ici, là, c'est un passage de pipes déni qui prennent le brut pour le terminal. Voilà ce que j'avais à dire pour le village. Je suis Diderot Gebjo, je viens du Cameroun. Je travaille pour une organisation qui s'appelle le Centre pour l'environnement et le développement. C'est une organisation indépendante qui naît dans les années 90 et précisément en 1994 et qui s'est très intéressée à la question de l'exploitation forestière du fait de nombreux problèmes qui se posaient. Il y avait l'industrialisation de ce secteur-là. Donc l'exploitation n'était plus l'exploitation artisanale des familles ou de quelques entrepreneurs, de petits entrepreneurs qui venaient couper l'arbre dans la forêt. Mais c'était devenu l'affaire de gros hommes d'affaires qui venaient avec des gros sous et qui investissaient dans la forêt pour prélever la ressource, la ressource en bois de ces zones-là. Et il y avait, en même temps que cette exploitation se faisait, on va dire plutôt légalement, il y avait la naissance, sinon le développement d'autres activités plutôt illégales en rapport avec la forêt. C'était notamment l'exploitation forestière illégale, souvent industrielle, souvent artisanale. Mais il y avait également la montée du braconnage, l'exploitation des espèces fauniques qui se trouvaient dans la forêt, destinées bien sûr à la fois au marché intérieur qu'au marché extérieur. Il y a également eu la naissance ou la demande de nouveaux acteurs à s'impliquer dans ce secteur qui nous ont tout à fait intéressés, de manière à ce que nous y travaillions. Mais je ne vais pas tellement insister sur la forêt parce que par la suite, quelques années plus tard, avec la naissance du projet pétrolier Pipeline Tchad-Cameroun, nous avons dû nous intéresser aux questions extractives, aux industries extractives précisément. Et nous avons ainsi engagé des activités dans ce sens. Mais en dehors de ce pétrole, nous avons également beaucoup de questions relatives à la mine solide au Cameroun avec des projets en cours, des projets de recherche, des projets d'exploitation sur ces minéraux, sur ces divers minéraux qui existent au Cameroun. Donc nous avons ainsi étendu nos activités. Et à chaque fois que nous sommes intervenus, la logique ou la philosophie était à peu près la même, à savoir essayer de se mettre du côté du plus faible et d'essayer justement de trouver avec lui les solutions, on va dire endogènes, aux problèmes qui se posaient à lui. C'est ainsi qu'on a travaillé avec les peuples autochtones. C'est une expression qu'il faut prendre entre guillemets parce que je pense que la compréhension qu'on en a sur le plan international n'est pas nécessairement la compréhension qu'on peut en avoir dans les États.
Donc c'est pourquoi je le mets entre guillemets. Donc nous avons travaillé avec les peuples dits premiers, les peuples qui habitent la forêt et qui, du fait de l'invasion de leur espace de vie habituel ou traditionnel par ces nouveaux acteurs, se trouvaient très mal parce qu'ils étaient pratiquement étrangers à ces nouvelles choses qui se développaient dans leur environnement. Et il fallait justement, avec elles, essayer, avec cette population-là, essayer de voir comment justement on pourrait trouver la parade aux problèmes qui se rencontraient. Et dans cette démarche, nous avons dû imaginer un processus qui permettrait justement de travailler de façon plus ou moins consensuelle avec ces populations à travers quelque chose qui serait imagé, qui serait facile à comprendre à la fois par les communautés, mais aussi par les autres acteurs, les autres parties prenantes. C'est ainsi que nous avons entrepris justement de démarrer les activités de cartographie participative. J'ajoute participative parce que c'est très important de savoir que c'est pas de la cartographie classique, la cartographie qui se fait seulement par un expert dans une chambre, dans un bureau ou dans n'importe quel autre laboratoire, mais c'est un travail qui se fait sur la base de ces informations, certes produites par les images satellites, les fonds topographiques et toutes les autres sources qu'on peut imaginer, mais aussi par un travail de terrain qui va se faire pour collecter des informations les plus précises qui se trouvent dans le village. Et cela se fait en associant intimement les populations à cette activité. Et Brice a essayé tout à l'heure de présenter un peu comment l'activité a dû, dans le cas du Congo, se